Les amis, on coupe cette vidéo pour mettre une petite intégration de Car Vertical. Je remercie Car Vertical, sponsor de la chaîne YouTube. Et tout de suite, Car Vertical, ça sert à quoi? Et ben ça sert tout simplement à éditer un rapport sur l'historique d'un véhicule et éviter de se faire arnaquer. C'est très simple, tu vas sur le site Car Vertical. D'ailleurs, j'en profite, tu as 20% avec le code GLB qui s'affiche à l'écran et qui est en description de la vidéo. Et tu mets tout simplement ta plaque d'immatriculation où je te conseille de mettre ton VIN, ça reste plus précis. Ça va te scanner ton véhicule dans tout le monde entier, donc c'est hyper important, notamment quand ton véhicule est importé d'Italie, de Belgique, de Suisse ou d'Allemagne, parce que tu auras des informations complémentaires. Et ensuite, ça va te permettre de voir si ton véhicule a eu des petits pépins, que ce soit au niveau papier administratif, au niveau compteur kilométrique ou bien au niveau accidentologie. Et ça te permettra d'avoir toutes les cartes en main pour savoir déjà si c'est une bonne affaire ou pas, et ensuite de savoir si tu souhaites acquérir le véhicule ou pas. Donc je te montre tout de suite un exemple avec une BMW. Donc là on se retrouve sur un rapport de BMW série 5. On voit que le compteur kilométrique n'a pas été trafiqué, que le statut juridique et financier n'est pas trafiqué, donc les papiers sont bons. Par contre immédiatement on voit qu'il y a un dommage. Donc si on descend sur ce rapport là, on a un petit dossier photo. On regarde un petit peu, on analyse ces photos là. Alors pour l'instant on voit qu'il y a un léger choc avant gauche. Ça n'a pas l'air très dramatique. Par contre voilà, si on avance sur les photos, on s'aperçoit immédiatement qu'il n'y a plus d'arrière de la voiture. L'arrière est tout simplement pulvérisé. Donc là il y a eu un énorme choc sur l'arrière du véhicule. Et à mon avis le véhicule est tout simplement déclaré épave, parce qu'en fait il n'y a plus d'arrière sur la voiture. Donc là on voit que la voiture a subi un énorme accident. Clairement si votre voiture, que vous l'achetez quand même qu'elle a été bien camouflée ou qu'elle ait même été très bien réparée, quand vous savez le passif de la voiture, vous n'avez plus envie de l'avoir, parce que tout simplement la voiture n'a plus aucune valeur sur le marché. Donc Car Vertical, ça sert à ça. Là on peut voir le kilométrage, donc 125 000 km, il n'y a pas de problème. Mais même pire que ça, si on descend sur le rapport, on s'aperçoit que la voiture elle a eu quand même plusieurs fois des accidents. Elle a été accidentée donc en mai 2012 en Suisse avec un coût de réparation de 500 à 1500 €. Donc une deuxième fois en Suisse entre 1500 et 3000 €. Donc là on va parler d'un accrochage plus. On en a un autre, oh là là, on a une série d'accrochages pas possible jusqu'en 2020, donc jusqu'en mars 2020. Sauf que on a des accrochages qui sont mineurs, hein, puisqu'on se situe toujours on va dire entre 1000 et 3000 € de réparation. Or sur les photos qu'on a vues juste avant, on est plutôt en dizaines de milliers d'euros de réparation pour refaire une voiture comme ça. Voire même pire, en fait ça ne vaut tout simplement pas le coup de la refaire, c'est pour ça qu'on déclare les voitures épaves. Et donc ce genre de véhicule ça peut être camouflé et remis en vente. Et Car Vertical ça vous permet de ne pas vous faire arnaquer quand vous achetez une voiture. Ça doit être un réflexe, franchement sincèrement je l'utilise au-delà de cette publicité. Et je vous mets tout de suite le code GLB, moins 20%. Et les amis on continue tout de suite la vidéo. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, nouvelle vidéo sur le Range Rover. Et aujourd'hui grosse vidéo mécanique, puisqu'on va descendre les deux trains avant du Range Rover pour, souvenez-vous, changer nos cylindres blocs de triangle. Quand on a fait le check-up de ce Range Rover, on s'est aperçu que le plus gros problème se trouvait dans la direction. On avait une direction très floue, pas précise, qui flottait un peu sur la route et surtout qui, quand on était braqué à fond, faisait un cloc. Donc on avait diagnostiqué que nos cylindres blocs étaient totalement cuits, cylindres blocs de triangle inférieur. Donc aujourd'hui l'idée c'est de venir changer nos 4 cylindres blocs de triangle inférieur avant. Donc on en a un petit, un gros. Ensuite une fois qu'on aura fait ça, qui va pas être le plus facile, hein, parce que quand on voit la taille des cylindres blocs, j'ai une presque 12 tonnes. Donc je pense qu'on peut être limité vis-à-vis de la presse. Donc ça on verra bien, sinon on se rendra chez un professionnel pour tout simplement insérer nos cylindres blocs si on n'est pas en capacité de le faire au garage. Et ensuite, à l'arrière, souvenez-vous, il y avait un problème de cardan. On avait le cardan, le soufflet de cardan qui était totalement percé et qui foutait de la graisse absolument partout. Donc là, on a reçu nos soufflets de cardan et on va pouvoir tout simplement venir les remplacer. Alors, pourquoi je fais tout ça dans la même vidéo? Parce que l'arrière, le train arrière est réglable. On a eu un parallélisme et un carrossage à faire à l'arrière. Et le train avant également, comme toutes les voitures, est réglable. Si je fais mes triangles avant que je l'emmène en géométrie et que je fais ensuite mon soufflet de cardan arrière, pour faire mon soufflet de cardan arrière, il faut que je dépose mon cardan. Pour déposer mon cardan, il faut tout simplement que je dépose mon moyeu de roue et donc je dérègle ma géométrie. Donc je fais tout ça dans cette vidéo là, puisqu'à la fin de la vidéo on ira chez un professionnel réaliser une géométrie complète du véhicule. Donc les amis c'est parti, on attaque, on lève la voiture et on commence par l'avant.
Bon, déjà première étape pour y voir plus clair, on sort les roues. Je pense que quand on va aller refaire les jantes chez Jantois, je leur demanderai qu'ils me sablent les petits goujons. Ça fera plus propre. J'ai subi le dégel au moment de cette vidéo et du coup les roues sont propres, très propres. Hop. Voilà, donc maintenant on va pouvoir attaquer. Bon, donc là je suis en train de préparer ma Dremel parce que pour démonter les triangles avant, je vais devoir absolument tout dérégler. Donc je vais pas toucher au rotule, donc le parallélisme, même s'il est pas terrible, je vais pas y toucher. Par contre je vais toucher à mes triangles. Donc je vais devoir bouger l'angle de chasse et le carrossage. Alors là où je vais faire la géométrie, c'est à 15 km d'ici. Donc il n'y a pas mort d'homme, mais il faut quand même qu'il puisse rouler parce que j'ai pas de plateau pour pouvoir emmener le Range Rover sur le plateau là-bas. Donc pour éviter de dérégler au maximum qui pourrait simplement entraîner le fait qu'il ne puisse pas y aller par la route, eh ben on va prendre une Dremel et on va venir marquer les réglages actuels. Alors pourquoi je le fais pas au blanc de mécanique? Bah parce qu'on va devoir certainement taper pour sortir des rotules, il va falloir qu'on se serve de la presse, etc. etc. Il y a quand même 99% de chances que le blanc de mécanique s'en aille. Donc là je prends une petite Dremel et vous allez voir je vais marquer avec un petit coup de disque sur mes réglages, ce qui va venir rayer le métal et après je sais que rayure contre rayure c'était le réglage, pas d'origine mais on va dire actuel. Donc là si vous voyez j'ai des excentriques. Alors un excentrique ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une vis qui est ovale, voilà. Et qui va venir contre deux butées se régler. Et vu que l'ovale, bah, la circonférence n'est pas la même puisque le trou est désaxé, on va venir pousser ou ramener plus ou moins le triangle, ce qui va donner du carrossage plus ou moins. Donc là je vais venir tout simplement faire une rayure entre mon châssis et ma cale de carrossage ici, ce qui va me permettre de pouvoir réaligner après au remontage. Je dois avoir la même chose ici. Donc là je fais exactement la même chose sur l'autre. Nos marquages sont faits, maintenant on peut démonter sans se prendre la tête. Donc là pour pouvoir sortir notre triangle inférieur, il va falloir qu'on dévisse notre pied d'amortisseur ici, ce qui va libérer l'amortisseur du triangle. Il va falloir qu'on dévisse ici la rotule qui tient le triangle au milieu de la roue. Et il va falloir qu'on dévisse nos deux axes qui traversent donc sur le berceau moteur ici et là-bas au bout là où on vient de marquer nos vis. Et après techniquement, normalement, si tout se passe bien, ça sort. Après, autre paire de manches, remettre les siens blocs, ça c'est pas non plus de la tarte. Donc là bah c'est parti, let's go, on démonte ça. On va déjà commencer par tout débloquer. Voilà. Là vous avez, je sais pas si vous avez vu la caméra mais là les excentriques ils ont bougé. Voilà, vous voyez les réglages comment ils bougent. C'est pour ça que c'est hyper important de les noter avant. Vous avez vu comment ça influence sur le triangle? C'est pour ça que c'est important de tout noter. Parce qu'après, quand vous avez les roues qui sont totalement déréglées, ça va dérégler également le para. Et alors là, pour aller à la géométrie, bon courage. Je l'ai déjà fait une fois, hein. Dans mes débuts j'avais pas noté, hein. Bah, je m'en souviens encore. J'ai passé une journée à trouver un réglage qui m'a juste permis de pouvoir aller à la géométrie. Et le tout à 50 km/h. Et bien maintenant il reste plus qu'à sortir nos axes. Avant de sortir nos axes, on va commencer par débloquer ça pour pouvoir libérer un petit peu toutes les tensions. Ça va descendre vers le bas, il n'y a pas de problème. Ça le permet de le décoller. Après on met toujours l'écrou avant de taper dessus, toujours. Parce que sinon vous allez défoncer le filetage. On va essayer de libérer le pied d'amortisseur. Voilà. Ça y est. Bon bah nickel. Juste en retirant le pied d'amortisseur, ça me l'a décollé. Donc là, ça c'est décollé.
L'amortisseur il devrait passer dedans, donc il devrait pas me gêner. Bah, normalement je retire mes deux axes là, et normalement, encore une fois, hein, ça devrait sortir. Ce qui devrait descendre comme ça, et après ça me permettrait de pouvoir lever ici. Hop, je pense. Bon, donc là c'est bon, j'ai retiré, il y avait une rondelle qui était coincée, et l'autre elle s'est sortie nickel, donc là on peut extraire nos vis avec l'excentrique. Voilà. Et là vous voyez en fait, pour vous expliquer, bon déjà, voilà pourquoi c'était dur, hein, c'est bardé de rouille. Et en fait vous avez une vis qui est percée pas au milieu de la rondelle, et la rondelle, autant pour moi, du coup ça fait un excentrique avec des graduations ici. L'avantage de cet excentrique là, c'est que quand tu vas le régler, tu vas allonger ou rétrécir la distance entre ton axe et ton triangle, et donc tu vas permettre de faire un réglage. Donc là il ne faut surtout pas perdre la vis qui va avec la rondelle et le bon réglage, parce que sinon si tu inverses le réglage que tu as marqué à droite, à gauche et à gauche à droite, bon je te fais pas de dessin, tu vas avoir un problème. Et on met celui-là là, ici, voilà. Voilà. Ok, donc là mon triangle il doit sortir. Ok, super, faut que je démonte la plaque moteur. Il y a une petite butée ici. Hop, ce qui fait qu'il pose sur la plaque moteur. Donc faut que je démonte toute la plaque ici. Ok, donc là, voilà, la bébête, elle sort. Et là, je devrais pouvoir... Oh, elle est lourde, hein. Elle est lourde, Bibi, la mal aux épaules. Bon, en fait, on peut pas sortir le triangle parce que ça bute dans le cardan. Ici, la rotule, elle est trop longue. Ce qui fait qu'on vient de taper dans la noix de cardan et on peut pas le sortir. Donc là, pas le choix, il faut extraire le cardan. Donc c'est parti. Ça, le cardan, on a toujours un écrou qui est claveté. Claveté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez, vous avez un petit trou dans l'axe. Et en gros, on vient écraser le boulon dedans, ce qui évite de se desserrer. Pourquoi? Parce que si ton cardan se desserre, t'es pas bien quand même sur la route. T'es vraiment pas bien. Donc du coup, il y a toujours une sécurité. Donc là, on déclafte on déclafte l'écrou et on déboulonne. Et après, on peut tirer du coup le moyeu. Voilà. Alors je suis pas sûr qu'on va vous filmer l'extraction parce qu'en fait j'ai les épaules défoncées. Et je pense que tout seul je vais pas réussir à tenir l'amortisseur, tirer le moyeu. Donc là le cardan est sorti. Alors bouge pas, je vais extraire le triangle. Et voilà. C'est tout bon, tu peux reposer. Voilà, la pièce est quand même, je pense qu'elle fait un bon 10 kg. Plus pousser ça qui doit faire un bon 10 kg. Franchement j'ai les bras, ils sont morts. Alors on en profite, on check en même temps les rotules. C'est nickel. Et on va voir le problème. Ah, c'est surtout les gros. On voit ils sont pétés, on voit dedans. Ils sont complètement pétés. Allez, je les bouge à la main. Si on prend le 9, on voit que vous pouvez y aller, hein, ça bouge pas. Et là, à la main, il bouge. Alors le petit était fatigué aussi. Alors c'est la maladie hein, sur les Range Rover, les cylindres blocs du triangle inférieur. En même temps, c'est les voitures qui sont lourdes, ça mange quoi. Il n'y a pas de secret, ça mange. Bon, donc là maintenant on s'attaque à démonter le deuxième, donc même procédure. On va juste changer l'ordre vu qu'on sait que maintenant il faut démonter le cardan. On démonte le cardan, ensuite on démonte le pied d'amortisseur et on démonte le triangle pour finir. Bon, donc là on a déposé nos deux triangles inférieurs, sauf que je suis bloqué parce que ma presse est trop petite. En fait au niveau du cylindre bloc dessous, ici on n'a pas d'appui, donc on est obligé d'appuyer ici. Sauf que ma presse elle n'est pas assez large pour faire sortir ça. Et en plus vu qu'on est axé les deux, bah, il faut pouvoir passer par le premier pour atteindre le deuxième. Et encore une fois ma presse est trop petite, ce qui fait que je n'ai pas assez de longueur. Donc deux solutions soframoises. Je vais aller voir le petit magasin en bas, là, en bas de chez moi, qui fait de la mécanique agricole, qui sont pas mal équipés pour l'usinage, etc. Donc première possibilité, ils arrivent à me les sortir à la presse et donc je peux remettre les nouveaux. Deuxième possibilité, ils n'y arrivent pas ou ça coûte trop cher et dans ces cas-là, je vais devoir changer le triangle complet. Le triangle complet vaut 156 € sur Autodoc, donc 300 € les deux. Voilà, j'ai pas vraiment le choix, de toute façon si on peut pas les remplacer, voilà.
Si j'en ai pour 200, 250 € pour les extraire et les remettre, autant partir sur du neuf. Donc ça on va voir après, je vais aller passer en off directement là-bas. Du coup, en attendant, nous on va continuer le démontage. Donc on a le soufflet de cardan à aller changer ici. Donc on va s'attaquer à déposer le cardan, on va déposer le triangle. Donc là une nouvelle fois on va devoir tout dérégler, hein. Donc du coup on va faire des petites traces. Et puis je pense qu'une fois qu'on aura défait ça, la barre, le tirant ici là qui est réglable pour le para, on devrait pouvoir pouf, faire tomber comme ça le moyeu. Et donc je l'espère accéder au cardan. Donc là on attaque par le tirant. Regardez la petite blague. On s'aperçoit que la vis de cardan elle est neuve. Et pire que ça, elle est même pas clavetée. Donc ça veut dire que ça a été démonté il n'y a pas longtemps. Et certainement, est mal remonté. Alors est-ce qu'ils ont pas... Je sais. Je sais. Il y a eu le roulement de roue changé par un garagiste de ce côté-là. Donc du coup, pour changer le roulement de roue, ils ont forcément dû démonter ça. Et à mon avis, cherchez pas. Déjà, je pense qu'ils ont abîmé le soufflet quand ils ont changé le roulement. Parce que le soufflet est bon, mais on voit qu'il a pris comme un coup de tournevis. Donc je pense que clairement, c'est quand ils ont démonté le roulement qu'ils ont niqué le soufflet. Enlève ta lumière, on ne voit pas. C'est quand ils ont démonté le roulement qu'ils ont cassé le soufflet. Et pire que ça, ils ont remonté le cardan sans claveter le boulon. Alors franchement... bravo le garagiste qui a fait ça, hein. Mais c'est vrai que maintenant tout s'explique. Il y a bien un bon coup de tournevis dans le soufflet. Et c'est pour ça que le soufflet pisse. Ils n'étaient pas sans savoir qu'ils n'avaient pas percé le soufflet, quoi. Ils se sont surtout bien gardés de le dire. Oh, c'est même pas serré. Oh le carnage. C'est même pas serré ça. Je vais déposer les treillis tout de suite, comme ça va être plus facile que de tenir tout le moyeu. Bon déjà pour pas tirer sur mon flexible, on va venir accrocher un fil de fer. Ça va éviter de tirer sur les treillis. Allez, la tonne de graisse qu'on a, quoi. Il va falloir tout nettoyer avant de remonter ça. Hop, et le capteur ABS devrait sortir. Ouf. Il est bien caca aussi celui-là. Là je le sens parce qu'après il va forcer sur le câble de frein à main. J'ai pas envie de démonter le câble de frein à main. Là les pièces sont quand même relativement lourdes, donc on essaie d'être astucieux. Voilà. Alors on vérifie que ça tire nulle part. Non, c'est bon. Alors, on va faire gaffe à ce qu'ils sortent pas du pont, ça pourrait être utile. On va couper nos deux colliers, comme ça on va pouvoir découper le soufflet. Et après, alors le cardan c'est en deux noix de cardan, ça s'appelle comme ça. Les deux noix de cardan, c'est celle qui est en bout ici et celle qui est en bout côté boîte ou côté pont. En l'occurrence là côté pont. Hop là. Maintenant on zigouille la bête. Voilà. Alors c'est un kit avec ce qui normalement est composé côté boîte, enfin pont, et côté cardan. On a la graisse. Maintenant, le plus sympathique, c'est que là, tu vois, tu as un système avec des grosses billes. Pour sortir ta noix de cardan du cardan, plusieurs possibilités. Taper comme un sourd, je suis pas fan, mais des fois ça marche. Avoir un extracteur, j'en ai pas. Il n'est pas impossible qu'il se passe un truc que j'aimerais pas qu'il se passe. Parce que là, tu as un petit circlip ici. Il faut passer le circlip. Bon, du coup, changement de programme. J'ai acheté ce petit appareil là qui permet d'extraire les noix de cardan. Donc en fait, ça va venir se pincer sur notre cardan. Ici, ça va prendre l'axe et on va venir visser. Ça va venir tout simplement arracher l'axe du cardan.
Voilà, du coup ça s'appelle un extracteur de noix de cardan. Bon, normalement ça sort au marteau, hein. J'en ai déjà retiré au marteau, on frappe d'un coup sec, mais là il faut avoir de la place. Et là j'ai pas de place. On passe ça. On vient mordre. Oh putain. Oh putain. Le cardan est trop haut. Oh non. Putain, on est maudit, sérieux. Oh putain. Ça c'est censé passer là et venir se serrer comme ça, sauf que tu vois, mon cardan est trop gros. Quand tu lâches le koum, tu lâches jusqu'au bout. Hein. Et bah on va couper. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ici là, tac. On va couper cette longueur là qu'on ait quand même un petit peu de réglage. Et puis si jamais on voit que le fait de couper ça va forcément affaiblir la pièce. Si jamais ça affaiblit la pièce, Bibi va chercher du fer plat et là je te soude un fer plat comme jamais et ça va jamais bouger. Là ça commence à me prendre les choux. Ah non, parce que là vous êtes au début de la vidéo, vous avez pas encore tout vu. Attendez, je vais vous en montrer des bonnes. Là, on a voulu sortir à la presse les siens de bloc. Sauf que là, Range Rover, ils te mettent des triangles qui font 40 kg, mais c'est du vrai chewing-gum. Résultat, regarde, au lieu de sortir le... Enfin, plutôt que ce soit le sien de bloc en caoutchouc qui sort, c'est quoi? C'est le triangle qui plie. Le triangle a complètement plié ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir un professionnel avec une vraie presse, tu vois, pas un truc comme moi. Bah résultat, même topo, ça plie comme du chewing-gum. Donc du coup, j'ai envoyé un message à Valentin, je lui ai dit je crois qu'il faut que je change les triangles parce que ça plie comme du chewing-gum. Il me dit bah ouais c'est connu, moi j'ai changé directement les triangles. Parce que enfoiré, tu pouvais pas me le dire avant, tu savais que j'avais changé les siens de bloc, salaud va. Bref, donc du coup, ça en attente, les triangles sont morts. Et du coup, on a racheté 2 triangles neufs. Bon, alors l'avantage c'est que du coup, on va changer aussi la rotule là en même temps. Et je vais me faire rembourser mes siens de bloc que du coup j'ai reçu. Voilà, ça c'est les petits aléas. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la mécanique, ça fait partie quand même de la conception et de la fabrication d'outils. Je ne sais plus dans ma vie le nombre d'outils que j'ai fabriqués ou modifiés, mais c'est tout le temps comme ça. Bon, après cette magnifique adaptation, déjà, ça rentre. Putain. Mais non, mais non! Mais non, maintenant c'est le rond là qui est trop petit. Tu vois? Ça c'est censé passer dedans. Ah non, là franchement ça commence à me les briser un peu. Donc là t'as compris, tu viens mordre, hop, comme ça là. Voilà, vraiment mordre fort. Et là, tu vises ça. Et du coup, vu que t'es mordu fort là, et bah lui il va faire touc. Ça c'est sur le théorie. Sur le truc normal, tu sais, où déjà t'as le bon appareil. C'est universel, donc c'est même pas moi qui me suis trompé de la taille en fait. C'est juste que la bagnole a des 40 trop gros. Pour du universel. Je suis officiellement au bout. Et ça n'a pas serré assez fort. Là c'est en train de me gaver. T'as compris le problème là? Oh fais chier tiens. Des jours comme ça j'ai envie de me mettre à la cuisine. C'est plus simple. Des fois je me dis que ce serait quand même plus simple de changer le cardan tu vois. Cardan 1, outil 0. J'ai bien une idée. Bon, après un renforcement important de l'outil, on réitère l'expérience. Donc là j'ai soudé 2 gros tubes directement dessus. Donc là maintenant il devrait plus vriller. Et maintenant on essaie de sortir la noix. Elle avance, hein, elle bouge d'1 centimètre, mais il manque que ça traverse dedans. Je sais pas comment faire. Le truc il est indémontable. Je peux pas serrer plus fort là. C'est la vis qui a cassé dedans. Pff, quelle vie de merde. Le problème c'est que j'ai regardé là l'outil pour aller mettre le soufflet amovible, parce que si je change de technique, je le nettoie sur place, ce que j'aime pas trop parce qu'on peut pas le nettoyer super bien, mais bon.
et que j'achète l'outil pneumatique qui élargit les soufflets plus les soufflets compatibles, c'est entre 150 et 200 euros. Je change le cardan, ça me coûte 130 euros. Bon, l'outil coûte plus cher que le cardan, donc ça me prend un peu la tête quoi. Bon. Et ben en tout cas, ce qui est sûr, hein, c'est que les cardans de chez Range Rover, c'est du solide. Allez, on se retrouve soit si j'arrive à démonter, soit pour une solution plus radicale. Bon les amis, je crois que dans cette vidéo là, on a toutes les galères du monde, hein. C'est pas possible autrement. Après avoir renforcé mon appareil pour plus qu'il se torde, bah il se tord plus, mais c'est les vis qui ont cassé. Après avoir augmenté la dureté des vis, donc là on est passé sur du 10.9 au lieu du 8.8. 8.8, 10.9 c'est la dureté de la vis, c'est sa solidité. Ah bah là je peux vous dire que ça va pas bouger là. Bah du coup c'est le cardan qui a pété. Donc c'est la merde. Je suis même à me demander si en fait la noix de cardan est démontable sur celui-ci. Donc là en fait on voit bah c'est tout le filet qui s'est arraché. Voilà, tout le filet c'est complètement arraché. Donc lui il a absolument pas bronché, mais le filet s'est arraché. Et en fait j'ai regardé plus en détail sur internet, parce que du coup je me suis dit bon bah maintenant il faut racheter la pièce. Ils vendent la noix de cardan pour les triangles avant, mais pour les triangles arrière ça ne se détaille pas, ils vendent tout le cardan. J'ai pas trouvé la noix de cardan pour les cardans arrière. Donc je me dis en fait ça se trouve c'est juste pas démontable sur ce modèle là. Donc bah pas de regret, j'ai payé 134 euros le cardan complet neuf. Donc du coup bah maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça arrive. On repart sur du neuf et au moins l'ensemble sera neuf. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va en profiter, on va changer nos pneus. Pourquoi on va changer nos pneus? Parce que là on est en train de refaire tous les trains roulants pour pouvoir passer la géométrie. La géométrie ça va permettre de régler parfaitement les 4 roues. Parce que venez voir, je crois que c'est sur celui qui est là. Alors ouais, bon, le problème c'est que les pneus sont tellement dégueulasses qu'on se rend pas compte. Mais en fait le pneu est totalement slick. Ils ont tous des usures différentes alors que les pneus sont montés en même temps, sont de même marque et de même année. Donc ça veut bien dire qu'il y avait un problème de géométrie et que ça a usé inégalement tous les pneus. Le problème c'est que là on est sur un 4 roues permanent. Donc on doit avoir 4 pneus neufs d'un coup. On peut pas changer les deux pires et garder les deux plus récents. Donc j'avais acheté 4 pneus et avant de faire la géométrie on va changer les pneus pour passer sur les pneus neufs. Pourquoi? Parce que si on a des pneus qui sont mal usés ou déformés, à la géométrie ça va influencer et ça va du coup faire des erreurs. Donc au lieu d'avoir une géométrie parfaite, on va avoir une géométrie presque parfaite. Et donc du coup nos pneus vont quand même s'user un peu plus rapidement. Donc là les amis on passe sur les machines à pneus et on en profite en attendant les pièces de poser directement nos 4 nœuds comme ça sera déjà fait. Et puis on gagnera du temps par la suite. Oh c'est bien cracra. Bon les amis, on se retrouve le lendemain.
Ça y est, on a reçu notre cardan arrière gauche. Bon, avec toutes les galères qu'on a eues sur cette vidéo, j'espère juste que c'est le bon. Hop là. À la base, on devait changer juste le soufflet. Comme d'habitude, c'est parti en couille. Au moins, ça a le mérite d'être joli. On va se consoler comme ça. Alors, au moment d'extraire le cardan, je vais forcément avoir de l'huile qui va couler du pont. C'est pour ça que j'ai posé un seau dessous. Bon, on a réussi à extraire le cardan en levant le triangle supérieur. Bon, ça c'est la bonne nouvelle. Maintenant, on va quand même vérifier. Non mais le truc par contre, il est complètement bloqué. En fait, je pense qu'on a bien fait de le changer. Hein. Je pense que la noix de cardan là, elle est sacrément fatiguée aussi, elle. Bah, finalement, c'était un mal pour un bien. Non, il est pas rentré, il en manque encore. Est-ce qu'il y a des cannelures à rentrer? Je ne sais pas. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on remonte des triangles comme ça, on doit techniquement les visser roue posée. Pourquoi? Parce que les siens de bloc sinon vont se tordre au moment où on va les poser si on les serre pas dans la bonne position. C'est logique. Ceux-là, ils sont amovibles. Vous voyez, hop, quand je les tourne, ils tournent dedans. Donc ça, on peut le serrer directement. Roue pendante, il n'y a pas de problème. Quand on va poser, en fait, c'est la bague en métal qui va venir tourner dans le cylindre bloc. Par contre, pour l'avant, on sera obligé de le serrer roue posée. Voilà. Donc là, j'ai ma petite marque ici, en face de ma petite marque qui est là. Voilà. Et techniquement, je devrais avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on a démonté. Voilà. Donc là maintenant on va venir clafeter notre écrou. Donc là on prend un gros tournevis plat ou un burin et on tord l'écrou, ce qui permet d'éviter tout desserrage de notre cardan. Voilà, maintenant moi je nettoie tout, je repose mon étrier et puis bah on espère recevoir les triangles avant demain et on s'occupera cette fois-ci de l'avant. Les amis, ça y est, on est lundi, on vient de recevoir nos triangles tout neufs, donc de la marque Vaiko. Et là on a nos cylindres blocs qui sont directement, voilà, inclus dedans. Les fameux cylindres blocs qu'on ne pouvait pas changer. Alors il y a certainement une possibilité de le faire, hein, mais je pense que ça passe par l'usinage. Et quand vous connaissez un petit peu le taux horaire de l'usinage, bah on va dire que c'est moins cher de changer le triangle. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de surface d'appui, donc je pense qu'il y a le seul moyen c'est de venir usiner la pièce, parce qu'en fait c'est un vrai chewing-gum. Les petits aléas de la mécanique, je pense que ceux qui font de la mécanique, ils savent souvent que tu sais quand est-ce que tu démarres, rarement quand est-ce que tu finis. Donc maintenant on repose tout ça, on refait nos réglages et j'ai rendez-vous cet après-midi à 16 h pour faire une géométrie chez Speedy. Alors là, comme je vous expliquais en début de vidéo, hein, surtout là on serre en rien, ça doit serrer vraiment sur les 4 roues. Donc là on va juste approcher et après on doit poser la voiture au sol. Ça qui va comme ça. Le grand problème, les grands moyens. Tac. Voilà. Je vais prendre mes clés, on va juste tout approcher. Celui-là on peut le serrer définitivement parce que celui-là il n'y a pas de problème, c'est un rotulé. Mais ça c'est des cylindres blocs fixes. Donc ça se sert à la position normale du véhicule. Pas à la position haute, pas à la position basse. Bon, maintenant que tout est approché presque au niveau du réglage, mais pas serré. Mais on peut serrer quand même quelques pièces, notamment le cardan et la rotule du triangle ici. Donc la rotule c'est fait, le cardan on le resserre. Et on le reclafte tout de suite, comme ça évite d'oublier.
maintenant on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc nous on va vous le passer en rapide, ça sert à rien de vous remontrer. Et après on se retrouve de manière plus précise pour le serrage. Bon, donc là, il faut que je démarre le véhicule et que je débloque la suspension et que je la mette en position du coup normale. Alors j'ai mis les petites cales de bois, c'est pour moi avoir plus de place pour me glisser dessous pour venir serrer, parce que sinon ça va être impossible. Donc c'est parti, on démarre ça et on met également le volant droit, parce que là du coup ça a tout bougé. Et maintenant, on vient vérifier que nos repères sont bien au bon endroit et on vient tout simplement serrer. Pourquoi il faut le faire reposer? Bah c'est très simple. Si, admettons, on prend que ça c'est mon cylindre bloc, que je le serre comme ça, donc je le comprime, et que ma roue est pendante, donc ma roue va être comme ça, ok? Si je viens serrer comme ça et que je viens poser la voiture, vous imaginez la contrainte sur le caoutchouc qui va se passer pour que la voiture revienne. Donc déjà deux choses, l'assiette de la voiture va pas être bonne, donc vous allez avoir notamment là-dessus où il y a des capteurs partout un défaut d'assiette. Et deuxièmement, allez, je donne 1000 km à vos cylindres blocs avant qu'ils se déchirent, parce qu'ils vont avoir une contrainte énorme constamment, ils vont finir par se déchirer. Que là vous posez la voiture, hop, elle est sur sa position normale, parce que là-dessus vous avez des positions tout terrain ou des positions pour monter dans le véhicule, donc une position basse. Ça semble logique que ces deux positions-là vont être utilisées de manière peu régulière et surtout peu intense. C'est la position normale qui va être utilisée au quotidien. Donc quand vous allez mettre la position pour monter dans le véhicule, bah vous allez être légèrement détendu comme ça, contrainte sur le cylindre bloc, mais pas excessif non plus. A l'inverse, vous allez être en tout terrain, vous allez être en contrainte comme ça. Pareil, légère contrainte, mais pas excessif. Par contre, les 3/4 du temps, vous allez être comme ça, et là, il n'y a pas du tout de contrainte. Donc du coup, on n'abîme pas les cylindres blocs. Sinon, dans 1000 km, vous recommencez. Bon, donc là, hop, on se faufile comme on peut. Alors, je vais pas remonter la plaque parce que le gars à la géométrie va avoir besoin de la démonter pour faire la géométrie, donc je vais gagner du temps et je vais lui en faire gagner. Ouais ben les amis, ça y est, ça se termine pour cette grosse vidéo mécanique. Alors je vais pas vous filmer mon aller-retour chez Speedy parce que je m'en vais chez Speedy.
Mais bon, une géométrie, vous savez ce que c'est. Je peux pas le faire à la ficelle pour la simple et bonne raison que là on a l'angle de chasse à régler. Et malheureusement à la ficelle on peut faire que le parallélisme. Et avec des outils de carrossage on peut faire également le carrossage. Mais la chasse, il faut des appareils électroniques. Donc là, il faut absolument qu'on reprenne tout. Bon, en tout cas, on a pu voir que dans cette vidéo, la mécanique, on sait toujours quand est-ce qu'on commence, jamais quand est-ce qu'on termine. On a eu toutes les galères du monde. Alors j'espère que cette vidéo va pouvoir aider les gens qui vont travailler sur des Range Rover Sport HSE. Les cylindres blocs de triangle avant ne se remplacent pas. Ou alors vous les faites usiner. Par contre, là où j'ai perdu de l'argent, c'est un petit peu au niveau du cardan arrière. Pareil, j'en déduis que la tête de cardan ne se démonte pas sur ce modèle là. Je n'ai jamais eu autant de difficultés à démonter une noix de cardan de ma vie. Voilà, j'en ai cassé les outils, j'ai renforcé l'outil, ça a pété les vis, j'ai renforcé les vis, ça a pété le cardan. Voilà, donc là franchement j'ai pas de solution et la noix de cardan ne se détaille pas. Et j'ai changé tout simplement le cardan complet parce que ça me coûtait moins cher que l'outil pour remplacer juste le soufflet. Donc là j'ai perdu mes soufflets d'avance, tant pis, c'est comme ça, ça fait partie des joies de la mécanique. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, elle est très longue mais elle est très chargée, on a fait beaucoup de boulot. Donc maintenant les amis, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour parler cette fois-ci de la transmission de ce Range Rover Sport. Un grand merci à tous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok maintenant. Et puis n'hésite pas, abonne-toi, mets la petite cloche et tu recevras une notification pour les prochaines vidéos méca sur ce Range, sur la Mégane de course ou même sur notre Ferrari. Allez les amis, à très bientôt, ciao.